Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités que nous retrouvons dans quelques instants pour commenter avec nous ces principales unes parues ce mercredi 31 octobre 2018. Et on démarre ce matin avec la Nouvelle Expression qui s'intéresse donc à ce fait survenu dans la région du Nord-Ouest. C'est un missionnaire américain qui a été tué de ce côté-là. Pour la première fois depuis le début du conflit, un expatrié a trouvé la mort en même temps que 5 séparatistes tombés au cours des affrontements avec les forces de l'ordre, nous dit le journal qui nous présente cet article contenu à la page 3, décrivant les circonstances de cette mort, de cet Américain, lui qui partait donc de Bambili pour Bamenda et qui a reçu une balle dans des circonstances présentées jusqu'ici comme étant trouble. L'Américain nommé Charles Truman Wesco est né le 24 août 1974 et résidait à Bambili, ceci depuis quelques semaines déjà. On note qu'il avait passé près de 2 semaines là-bas et il appartenait à l'église baptiste fondamentale, le CBF. Il était en compagnie d'autres personnes avant de recevoir cette balle alors qu'il était en direction de Bamenda. On note aussi les réactions, en tout cas sur le plan international, suite au décès de ce missionnaire américain du côté de Bamenda. Après avoir reçu la balle, le journal nous fait savoir qu'il a été transporté dans un hôpital avant de rendre l'âme. Le journal qui revient aussi sur la situation chaotique à Bambili, Bafout et même Bamenda depuis quelques jours déjà, avec aussi un enseignant d'université qui a été tué, un étudiant qui a reçu une balle et des séparatistes qui sont tombés tout aussi sous les balles. Le journal nous parle aussi du gouvernement et de la bataille pour les premiers ministrables qui est engagé après l'élection de Paul Biya, alors que l'homme de la force de l'expérience se prépare à prêter serment pour un nouveau bail au palais de l'unité. L'on enregistre déjà des manœuvres pour l'immeuble Étoile entre notamment 2 grands groupes, le groupe du Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et le journal de rappeler que depuis plusieurs années déjà, ce sont les originaires justement de ces 2 régions anglophones du Cameroun qui héritent de l'immeuble Étoile, de Simon Nachidi Achou en 1992 à Peter Mafani en 1996, puis Tiffany Ephraim en 2004 et Philemon Yan depuis 2009. Eh bien, c'est dans cette partie, dans ces 2 parties du pays que se recrutent les premiers ministrables. Et sur la liste, le journal place Paul Elunche, professeur Elvis Ngolengole ou encore Paul Latangandi. Mais à l'opposé, on note que le septentrion lorgne aussi avec beaucoup d'appétit ce poste puisqu'il a donné le plus gros score à Paul Biya dans le cadre de sa réélection. Le journal qui rappelle que depuis donc le dernier premier ministre issu du septentrion, à savoir Sadou Ayatou en 1992, eh bien, cette partie n'a plus hérité de ce strapontin. Et pour pouvoir succéder à Philemon Yan, des noms tels ceux de Mohamedou Labaran ou encore d'Alamine Ousmane May, de Zachary Pérévet sont cités dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin. La Nouvelle Expression qui parle aussi d'Elecam et du directeur général d'Elecam qui nargue l'opinion. À en croire Eric Sousseil, il y a eu un saut qualitatif dans l'organisation matérielle du scrutin ayant conduit à la victoire de Paul Biya. Jomasso, nécrologie, Jomasso qui n'est plus, le chanteur a rendu l'âme hier mardi 30 août 2018 à la garnison militaire de Douala. À lire donc à la page 2. L'œil du Sahel ce matin parle du septentrion justement et de Marois et de Ngaoundéré avec les chantiers routiers abandonnés après la réélection de Paul Biya, des chantiers routiers qui avaient été quelque peu mis en branle avec la venue du chef de l'État, notamment
notamment du côté de Marois pour le compte de la campagne présidentielle. Mais on note que tous les travaux s'étaient tout simplement estompés, arrêtés après le départ de Paul Biya. C'est ce que nous rapporte le journal qui présente d'ailleurs dans ses colonnes ce matin les principaux tronçons concernés par les travaux d'aménagement de la voirie, en tout cas qui devraient être concernés. Le journal qui nous fait savoir que, en tout cas, la ville de Marois présente un visage de tristesse et de désolation. À lire aussi dans les colonnes de ce journal, cette enquête sur le recours à la césarienne qui est tout simplement en grande augmentation dans le Grand Nord. Le Messager, ce matin, s'intéresse à la présidentielle 2018 et présente les fleurs du mal de l'opposition camerounaise entre instabilité, collusion incestueuse avec le pouvoir, trahison, rebuffade et prostitution. Les partis d'opposition, pour la plupart, brisaient le rêve du changement qu'ils ont jadis vaillamment porté face à la redoutable machine qu'est le RDP. Un gros dossier à lire à la page, un gros article donc à lire à la page 3 de ce journal qui revient sur les altermoiements donc de l'opposition camerounaise depuis l'avènement du multipartisme en 1992, une opposition donc qui a vécu le temps des égaux, mais une opposition qui s'est montée autant fragilisée à l'occasion de la présidentielle de 2018 avec donc si le code électoral camerounais avait prévu par exemple un deuxième tour à l'occasion de la présidentielle. Le journal qui nous parle aussi de ces militants du MRC qui ont été libérés après 3 jours de garde à vue, détenus à la division régionale de la police judiciaire pour le centre le 28 octobre dernier. 8 des 15 militants ont été libérés hier. Mutation à présent. Mutation qui nous parle de géographie électorale et présente les plus mauvais scores de Paul Biya à l'occasion de la présidentielle 2018. Le journal propose ce matin une revue des circonscriptions où le candidat du RDPC à la présidentielle 2018 a été vaincu ou alors a été vainqueur tout simplement à l'arraché avec en illustration les visages donc de ces apparatchiks du régime qui originaires donc des localités dans lesquelles le chef de l'État a fait un piètre score à l'occasion de cette élection présidentielle. Le journal Info Matin s'intéresse aussi à cette présidentielle et parle des lettres de félicitations d'Emmanuel Macron envoyées à Paul Biya. Macron qui invite Biya à rajeunir la classe politique. C'est l'un des points d'ancrage de la correspondance du président français à son homologue camerounais, réélu au terme du scrutin du 7 octobre dernier, à lire à la page 3. Ce matin, Cameroun Tribune s'intéresse au Parlement et une session sur tapis rouge. Sénateurs et députés reprennent du service dans 2 jours dans la traditionnelle session consacrée à l'examen de la loi des finances. Mais le temps fort sera incontestablement l'inauguration du tout nouveau septennat du président de la République, Paul Biya, à travers une prestation de serment en plusieurs points inédite. Cameroun Tribune plonge ce matin donc dans l'effervescence des préparatifs de cet événement à travers un dossier proposé dans sa livraison de ce jour. Diapason s'intéresse à l'autoroute Yaoundé-Douala, un contre-pied de l'émergence, nous dit le journal, qui ajoute que débuté en 2014, la première phase d'exécution de ce projet n'a pas respecté l'échéance de livraison fixée au 13 octobre dernier. En septembre, 30% des travaux avaient été à réaliser pour honorer ou pour boucler donc ces premiers 68 km de route. Un autre défi pour le prochain septennat de Paul Biya, pense Diapason. Le jour, Barça 1 avec une interrogation. Nord-Ouest qui a abattu le pasteur américain. L'interrogation donc à la une du journal Le Jour. Charles Truman Wesco séjournait avec son épouse et ses 8 enfants depuis 2 semaines dans la localité de Bambili, nous dit le journal Le Jour, lui qui a été abattu donc hier à l'issue d'intenses combats entre les séparatistes et l'armée régulière, non loin, en tout cas non loin de Bambili. Bambili au cœur donc de violents combats, tout comme Bafout dans le cadre de la crise anglophone. Et puis repère pour terminer qui titre ce matin sur l'axe du mal, pense-t-il. Bidunkat, Laurence Fotso, relativement à la CAN 2019, à lire dans ses colonnes ce matin. Voilà donc qui nous permet de retrouver nos invités de ce matin. Idriss Lisson, bonjour à vous. Bonjour Martial, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, bonjour Hervé Viandilé.
Bonjour Imassa Ndjomo, bonjour à Idriss, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors, on démarre ce matin avec ce fait intervenu dans le Nord-Ouest. Le premier étranger, le premier étranger donc victime de la crise anglophone, ce missionnaire américain qui a été abattu, qui a été tué, voilà, dans cette partie du pays. Certains pourraient dire la crise s'internationalise, mais beaucoup plus les morts s'internationalisent à ce niveau. Oui, Éric Martial, il faut tout simplement dire que lorsqu'on lit la presse ce matin, on essaie de revisiter les différentes circonstances qui ont conduit à la perte de cet étranger, de cet Américain. Mais il faut dire que dans la logique guerrière, dans la logique véritablement d'affrontement, il faut toujours créer un électrochoc. Ça, c'est de bonne guerre. Maintenant, quand on voit le jour qui s'interroge, qui a tué le pasteur. Le pasteur. Donc peut-être que derrière cette question et la réponse à cette question peut véritablement nous fixer sur la nouvelle option prise par les différents belligérants. Si ce sont les ambazoniens, ça veut dire qu'ils veulent peut-être par là passer un message au niveau du gouvernement américain. Et si ce sont pâtisseurs une bavure, il faudrait comprendre pourquoi en est-on arrivé là et pourquoi tirer sur une voiture qui avait presque 7 à 8 personnes et tout ça. Donc moi je pense que c'est un nouveau pan de la crise anglophone. Tant qu'on n'est pas passé du cap du dialogue inclusif tel qu'on l'a toujours souhaité, tout le monde le souhaite, on va toujours avoir des dégâts comme ceux-là qui vont aller jusqu'au de perte en vie humaine à perte en vie humaine. Allez, dégâts collatéraux, on pourrait le dire, Hervé Villard-Délé, le pasteur américain pris entre deux feux, puisque tous les journaux rapportent cette intensification des combats entre les pro-séparatistes et l'armée régulière dans cette partie du pays. D'ailleurs, ce n'est pas la première victime ces jours-ci. On a évoqué dans la Nouvelle Expression et dans d'autres journaux les cas, voilà, d'un professeur d'université, de l'université de Bambili, des étudiants même qui en ont été victimes, de l'armée, des séparatistes eux-mêmes. Est-ce que c'est un nouveau cap qui est franchi selon vous? Je ne pense pas que ce soit un nouveau cap qui a été franchi parce qu'en réalité, depuis environ 2 ans, nous savons que la crise dans cette partie du Cameroun a atteint des proportions démesurées. Et je pense que sur ce plateau, à plusieurs reprises, nous avons invité l'État du Cameroun, le gouvernement, à pouvoir œuvrer pour la fin de cette crise parce qu'au moment où nous parlons jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, il y avait encore des coups de feu dans cette partie du Cameroun. Et quand on sait que plus de 300 000 personnes ont fui la zone, vous comprenez que ça veut dire que la crise est devenue très, très sérieuse. Et on peut vous faire comprendre que depuis cette crise, près de 400 civils ou séparatistes ont déjà été tués, les tous confondus. Et du côté des forces de l'ordre, au moins une centaine. Vous comprenez que le bilan de cette crise est très lourd. Sur le plan économique, vous comprenez que même dans la ville de Douala, aujourd'hui, on paye le prix parce que dans les marchés, ce n'est plus ça. Les vivres frais qui partaient de cette partie du Cameroun pour ravitailler les marchés de la ville de Douala, on n'en trouve presque plus. Du moins, ça arrive au compte-gouttes. Et du coup, difficile de vivre avec cette crise. Donc, l'assassinat du pasteur américain est un élément, certes, très important. C'est vrai. Parce que aujourd'hui, les Américains, qu'on le veuille ou non, doivent s'inviter dans cette crise. C'est une forme d'invitation avec l'assassinat de ce pasteur américain. Parce que vous savez, les Américains ne sont pas comme les autres Africains. Chaque fois qu'ils ont un citoyen, quelque part, ils font tout pour le protéger. Maintenant qu'un des leurs vient de tomber sur ce front, je pense que c'est la diplomatie camerounaise qui va répondre de ce qui s'est passé de ce côté-là, parce que les Américains ne négligent pas un citoyen. Un citoyen chez eux est très important. Il faut quand même le dire qu'on va le regretter. On va dire que le pasteur était au mauvais endroit, au mauvais moment. Sauf que si on avait tout fait pour gérer cette crise, comme depuis nous le crions ici, on ne serait pas arrivé là. Et le pasteur n'est que une victime. Oui. Une victime collatérale. Alors, quel pourrait être l'impact du décès, voilà, de ce pasteur américain sur ce front de guerre, sur fond de crise anglophone? Est-ce que ça pourrait faire évoluer les choses dans le sens de la résolution définitive de ce conflit, tel que appelé d'ailleurs par de nombreuses chancelleries dans les messages de félicitations envoyés au chef de l'État, Paul Biya? Oui, de manière froide et même brutale, même cynique. On peut tout simplement, lorsqu'on lit les journaux ce matin, constater que si derrière cet assassinat, ça a été prémédité, c'est peut-être pour pousser le gouvernement américain à beaucoup plus s'impliquer
vous vous souvenez très bien que sur le plan de lobbying et sur le plan du lobbying des Amazoniens, ils ont mené des actions auprès du Congrès américain, ils ont mené des actions auprès du gouvernement américain, ils ont mené des actions et ils continuent d'en mener pour pouvoir pousser le gouvernement américain à mener le gouvernement camerounais à suivre les pas, ou bien les pas du dialogue, ou bien les pousser à atteindre leurs objectifs à eux. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, cette escalade peut-être que derrière ça, il y a une idée qui veut pousser les Amazoniens à réveiller ce gouvernement qui et là, ça pourrait pousser à penser qu'il y avait des personnes qui avaient intérêt, par exemple, à voir ce pasteur mort. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, que de manière cynique. Vous savez que dans ce type de situation, le cynisme n'est pas très loin. Alors ceux-là peuvent, ces stratèges amazoniens, peut-être si c'est eux qui sont derrière, peuvent justement penser qu'après cet assassinat, le gouvernement américain va s'impliquer véritablement au lieu de passer seulement par des communiqués et des lettres diplomatiques, mais passer véritablement dans l'action pour contribuer à ce que cette crise soit résolue. Peut-être c'est de manière cynique, mais maintenant là ce sont juste des suppositions et ce sont juste des interrogations. Mais à voir avec cet assassinat, je pense que c'est pas que les autres qui sont morts sont de mauvaises morts. Toute mort depuis le début de cette crise est une mort inutile, on a tout pensé. Il faut véritablement résoudre cette question. Voilà, et on note que certains journaux rapportent d'ailleurs des réactions qui sont tombées ici, notamment des États-Unis, et c'est d'ailleurs à travers ces réactions que les uns et les autres ont pu comprendre que le défunt était parenté à un sénateur américain, ce qui voilà, pourrait nous faire attendre d'autres réactions de la part des uns et des autres du côté des États-Unis d'Amérique. On réitère que les combats s'intensifient depuis quelques jours dans cette zone. On rappelle que d'ailleurs un professeur d'université, Hervé Villardélé, la nouvelle expression, avait d'ailleurs abondamment écrit là-dessus, ce professeur d'université qui avait perdu la vie, lui aussi quasiment dans les mêmes circonstances. Bien sûr, dans les mêmes circonstances, on peut regretter, et je pense dans la nouvelle expression de lundi, qu'on regrettait justement ce fait-là, parce qu'en fait, quand on perdait un enseignant comme celui-là, qui avait pour mission, n'est-ce pas, d'instruire des milliers de Camerounais, il est difficile. Il a été pris entre deux feux, lui aussi. Et de la même manière que le pasteur américain, il est donc difficile aujourd'hui de retrouver des hommes de sa trempe, parce que pour former un enseignant, c'est une grande perte, parce que c'est beaucoup d'années d'abord, comme c'est beaucoup de financement également. Je pense que ce père éducatif, c'est toute une grosse perte pour l'université du Cameroun. Et il faudrait bien, vous savez que les hommes ne sont pas, même si on remplace difficilement les hommes, même si on va trouver quelqu'un qui aura presque le même baran que lui, mais sauf qu'en termes de qualité, il sera vraiment irremplaçable. Et je pense que nous regrettons toujours, nous cessons d'appeler le gouvernement camerounais à pouvoir à plancher effectivement sur cette crise, et on pense que certainement qu'avec l'investiture du chef d'État, nous prions que ce soit sa première mission, son premier chantier, parce que le Cameroun, je le disais, le Cameroun, avec cette crise, est en train de perdre beaucoup. Ils disent qu'il y a du quotidien économique sur ce plateau pour vous dire que les pertes sur le plan économique de cette crise se chiffrent en à des milliers de milliards. Des entreprises qui ont fermé, le marché ne tourne plus. Le Cameroun est au ralenti, il est même difficile que le budget de l'État qui sera adopté puisse être atteint. Parce que de ce côté-là, les ressources qui devaient permettre de compléter le budget de l'État ne pourront pas être fournies. Vous se rappelez que la douane de ce côté ne fonctionne presque plus. Il est difficile de calculer également les impôts de ce côté parce qu'il n'y a presque plus d'activité. Les entreprises ont fermé, que ce soit les entreprises bancaires, alimentaires et autres. Rien ne fonctionne. Et je ne voudrais pas parler du cas de la CDC, qui est une des entreprises camerounaises qui a fermé les portes de ce côté-là. Imaginez ce que cela apporte. C'est une perte énorme en termes d'emploi. La filière Palmier, entre autres, qui en pâtissent. C'est quand même grand. Et quand vous imaginez que c'était des tonnes des milliers de Camerounais qu'on a embauchés dans ces entreprises, il y a le taux de pauvreté dont doit s'accentuer. Parce que les familles ont fui. Aujourd'hui, la promiscuité. Imaginez dans les maisons à Douala, j'en connais au moins 4-5 dans les maisons. C'est difficile à vivre. Et je pense qu'il est urgent que ce problème puisse être résolu pour que nous aussi nous puissions vivre tranquillement. À ce niveau, que peut donc le chef de l'État qui va prêter serment dans quelques jours, l'interrogation est là, et Info Matin qui revient sur cette lettre de félicitations adressée à Paul Biya par Emmanuel Macron et pointe un aspect, voilà, Paul Biya, Macron qui invite Biya à rajeunir la classe politique. Ça pourrait être une solution pour vous? Eric Bassa, oui, quand on lit ce titre d'Info Matin, on est un peu amusé. Parce que vous savez, on est un peu dans un environnement au Cameroun où il faut que tout se fasse par décret.
Et justement, c'est pour cela que les téléspectateurs qui regardent, les lecteurs des journaux doivent pouvoir comprendre que on n'est plus au moment où on quémande, on devrait quémander les positions, les nominations. On devrait les mériter. Donc cette jeunesse, le rajeunissement de la jeunesse, peut-être que le président Macron, dans les rapports reçus avec tout l'engouement qu'on a vu pendant la campagne électorale, avec une jeunesse qu'on a vu qui se remobilise, peut-être c'est un signal et il invite le chef de l'État de suivre cette voie. Mais je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que les jeunes s'asseyent et pensent que parce qu'ils seront assis, couchés dans les maisons, qu'on viendra les chercher là-bas pour qu'ils soient nommés à des postes de responsabilité. Il faudrait que ce soit une jeunesse debout, qui sait ce qu'elle veut, qui s'engage. Et l'engagement n'est pas s'asseoir et faire le salamalek ou courir derrière les gens ou bien être des porteurs de sac. Non, l'engagement c'est de pouvoir se dire que nous aussi nous voulons apporter notre contribution et on peut faire parce qu'on a les compétences, on a les moyens et parce qu'on se met au travail. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc moi je dis, ce titre d'Info Matin, c'est bien beau de rajeunir la classe politique, mais ça ne se fera pas par décret, comme vous semblez si bien par le dire. Voilà. Alors, toujours dans cette lettre, pour sortir sur cette crise anglophone, l'invite aussi à œuvrer, voilà, de façon sur le plan politique pour la résolution de ce conflit. Que peut Paul Biya justement à ce niveau pour éviter que des étrangers ne tombent sur ce front, que des Camerounais ne continuent à mourir sur ce front de la crise anglophone? Je pense que Paul Biya peut tout. Je dis bien peu tout. Vous vous souvenez que depuis le début de cette crise, ça fait 2 ans, le chef d'État n'a jamais mis pied dans cette partie du Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut suffire véritablement? Je dis bien que c'est le premier élément. Oui. Ça veut dire que pour lui, certainement dans les analyses, on dit que peut-être cette partie du Cameroun ne l'intéressait pas. Ou du moins, comme si c'était une question de bataille électorale, il savait que c'était pas acquis à sa cause, du coup on pouvait négliger. C'est un petit commentaire qu'on peut faire, même si on a à tort ou à raison, mais du moins les éléments sur lesquels on se fonde pour faire ces analyses sont des éléments factuels. Il n'est pas descendu dans cette partie du Cameroun. Je pense que quand on considère l'ensemble du triangle national comme la partie que le chef d'État gère, il devait également descendre dans cette partie. Et s'il tient compte du fait que cette partie du Cameroun est également aussi importante comme le reste, je crois que la première démarche, c'est d'y aller. Et de dire, vous vous souvenez qu'après les élections de 92, on avait dit, après la famille montre que Paul Biya ne viendrait pas à Douala. Il est arrivé, il a dit, moi voici bien à Douala. On aurait bien attendu également que ce discours puisse également être fait dans cette partie du Cameroun. Parce que, qu'on le veut ou non, quand un chef, même si une partie du triangle national ne vous porte pas dans son cœur, la meilleure des choses, c'est de faire à ce qu'on puisse vous aimer. Pas les actions que vous posez. Et je pense que la première action à poser, après ça, oui, c'est d'y aller. D'y aller, et en y allant, c'est la preuve qu'il s'intéresse à eux. Même par sympathie pour lui, des choses peuvent s'arrêter. Et quand vous regardez, en remontant l'histoire, les débuts de cette crise, les revendications qui étaient fondées au départ, les revendications qui ont amené cette crise, vous vous rendez compte qu'on a une simple volonté politique aurait éviter cette crise. Bon, maintenant, on va plus revenir là-dessus parce que la crise est déjà là. Il faut justement que le chef d'État descende et qu'il montre sa réelle volonté de pouvoir résoudre ce problème. Parce que tous les émissaires qu'il a envoyés dans cette partie du Cameroun pendant cette crise n'ont fait que mettre du feu. Je veux parler du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Ressaux. Je voudrais parler de l'actuel ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, qui ont au départ ignoré ce problème au point que ça a pris la proportion que nous vivons aujourd'hui. Au niveau de l'enseignement. Donc bien sûr, vous voyez donc que ça devient, je pense que le chef d'État a les moyens de le faire. Voilà. En allant discuter avec ses populations, voilà, en leur disant, les amis, j'ai compris votre colère, je vais m'y engager, tous les problèmes rencontrés, je vais les résoudre et commencer par le faire. Que peut Paul Biya, selon vous, Idriss? Bon, il va falloir que Paul Biya ait de l'énergie, assez d'énergie pour descendre dans toutes les zones, dans le littoral, à Douala, rencontrer déjà ceux qui sont victimes de famille. Pour une fois qu'on voit un président proche de ces populations qui aille voir les personnes affectées. Non, vous avez posé la question, je vous dis ce que le président devrait, en principe, président qui a 71%, qui est aimé par les Camerounais, c'est ça. Donc, il va dans à Bonabéry rencontrer ces populations, leur parler, leur dire combien de temps elles auront encore, les déplacés, elles auront encore là. Qu'il aille dans le Mungo, dans toutes ces zones frontalières, qu'il aille dans l'ouest, à partir de Sancho et toutes les zones de Tchang, Congo, pour rencontrer. Ça, c'est d'un.
et qu'il aille dans les zones, dans les régions, comme le proposait Hervé Villard, sur le terrain là-bas pour discuter avec les forces. Et surtout, on sait qu'il y a eu un consortium avec tout ce que cela comporte, que le débat reprenne sur la table avec ses interlocuteurs pour pouvoir véritablement mettre en place une réponse politique. Représentent véritablement encore les aspirations profondes de tous les groupes engagés dans cette crise? Bon, mais on attend un chef d'État nouvellement réélu qui puisse justement avoir cette énergie d'aller vers ses concitoyens. C'est ça on évolue. Parce que il faut commencer quelque part. Je pense que le consortium est un début. À partir du consortium, on montre la bonne volonté de pouvoir gérer la crise. Et certainement que des ramifications. Certains pensent aussi que le All Anglophone Conference pourrait apporter aussi son lot de solutions. Alors, on évolue avec cette une du journal Le Messager, les fleurs du mal de l'opposition. Beau titre, Idriss. Oui, très beau titre. Mais je suis toujours un peu... Belle transposition en tout cas. Belle transposition, très beau titre, mais je suis toujours un peu amusé. Éric Marcel, lorsqu'on fait l'analyse de l'opposition camerounaise en pensant que cette opposition sortait de Mars. Moi, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui évaluer l'opposition camerounaise sans ne pas évaluer ce que nous, les Camerounais, nous sommes. C'est-à-dire que c'est ça, c'est les Camerounais qui produisent l'opposition, c'est les Camerounais qui produisent... L'opposition est à l'image de la société camerounaise. Une société qui a peur de s'affranchir, une société qui a peur. Vous imaginez que les Camerounais sont des gens malades, mais qui refusent de se soigner. Moi, vous connaissez, j'aime beaucoup travailler sur les questions du VIH-Sida. Vous trouviez, et c'est vrai qu'aujourd'hui la perception a évolué, vous trouviez des personnes, ce qu'on appelle séropositives, donc qui ne font pas encore la maladie, mais qui sont infectées. Alors, ces personnes infectées, et lorsqu'elles arrivaient à la phase maladie qui faisait du sida, vous venez leur faire ce qu'on appelle la prise en charge psychosociale, les assister, leur dire que ce n'est pas la fin du monde, aujourd'hui on peut vivre avec le VIH et tout ça. Mais ces personnes, vous savez, la question c'est que ces malades du sida, vous posez, ils disent que mais vous venez nous parler comme ça, vous avez beaucoup d'argent. Quelqu'un qui est au bord de la mort, c'est-à-dire qui est en train de mourir, et on veut l'aider à pouvoir vivre encore plus longtemps en respectant justement les conseils médicaux. Mais lui, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de l'argent. Et il dit que mais vous faites ça parce que vous avez de l'argent. En fait, je fais cette caricature pour vous dire que nous sommes les fleurs du mal de l'opposition camerounaise. Ça pourrait être les fleurs du mal du peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question. Alors, mais il faut dire qu'en lisant cet article du Messager, on constate que l'analyste est parti de 92. Il a démontré qu'en 92, l'opposition avait 92 députés sur 180. Donc que cette opposition qui était composée de MDR, de l'UPC et de l'UNDP devait s'asseoir et ensemble s'unir pour avoir la majorité, avoir le Premier ministre qui devait organiser la présidentielle de 92. Cette opposition a refusé complètement, totalement, de pouvoir se fédérer pour pour gouverner. C'est ça qu'il est question, et il le rappelle. Donc ça veut dire que le premier chef de l'opposition. Et dans son analyse, en 2018, on voit une opposition qui passe le temps à se tirer entre eux au lieu de pouvoir... c'est la mobilisation dessus. Et d'ailleurs, une illustration sur la proclamation des résultats. L'article présente un des opposants qui dit j'ai gagné. Et il fait savoir que le lendemain, c'est un autre opposant qui dit j'ai gagné. Et par la suite, s'étonne de ce que les autres reconnaissent, félicitent. Et finalement, grosse désunion et désillusion même pour cette opposition et pour la société qui croyait en une fédération de l'opposition. Oui, je pense que le Messager fait bien de faire comprendre que dans l'opposition camerounaise, chacun ne roule que pour lui-même. Et si Idriss pense que on peut transposer l'opposition camerounaise dans la société camerounaise, ce n'est pas faux. Sauf que, on a toujours dit ça sur ce plateau, en fait je l'ai toujours dit que la société camerounaise a besoin d'un leader. La société camerounaise a besoin de croire. Et pour croire, ce sont des leaders, c'est eux qui font partie qui constituent ce qu'on appelle l'opposition aujourd'hui. Et je pense... Mais dans la description, personne dans l'opposition ne voudrait voir un autre véritablement émerger. C'est de ça que j'y arrive, en disant que quand on se rend compte que chacun roule pour lui-même, il s'en fout. En réalité, on se rend compte que l'objectif n'est pas l'objectif du peuple qui à un moment a dit, permettez l'expression, quand le peuple a dit c'est parce qu'ils se sont rendu compte que, en réalité, ceux qui sont là n'ont que pour cette mission de remplir leur panse, de se tailler leur part sur le gâteau national, et dès qu'ils sont heureux, ils s'en foutent du reste. Et du coup, vous vous rendez compte que de 92 jusqu'en 2018, permettez l'intervalle, le peuple s'est désolidarisé de la chose politique parce qu'on ne croit plus en personne. Qu'on a commencé à comprendre qu'il y a collusion entre l'opposition et le pouvoir, vraiment, il n'y a plus besoin de discuter dans cette bataille, parce qu'en réalité, c'est comme le dit, ce sont des choses arrangées. Et quand c'est arrangé, vraiment, nous autres, on n'est que du bétail politique, on ne sert plus à rien, sinon à permettre aux uns et aux autres d'aller accomplir, d'assouvir leurs désirs. Or, quand vous regardez,
quand vous essayez de faire l'analyse politique, l'analyse sociopolitique des élections présidentielles, qui viennent s'achever, vous vous rendez compte que pendant la campagne pré-électorale, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple qui a une fois de plus cru, avec la montée en puissance des nouveaux leaders, s'attendait à une forme d'union pour que, ensemble, les différents partis politiques vont se mettre ensemble pour aller à l'élection, enfin, parce qu'on sait quand même qu'en face, on a un candidat, un adversaire qui n'est pas n'importe qui. C'est quand même un adversaire qui a presque partout sur l'ensemble du terrain national, qui a des affidés presque partout du gouvernement. Donc, pour combattre ce monsieur, il fallait bien qu'ils se mettent ensemble. Sauf que les autres, les différents candidats de l'opposition sont devenus des adversaires. C'est-à-dire que pendant que le MS regarde le SDR en chef de France, le SDR regarde le MS en chef de France, même chose pour le Parti Univers, même chose pour les autres partis. Et du coup, on a oublié l'adversaire commun qui était le parti au pouvoir avec son chef d'État. On passe le temps à se tirer la balle dans les jambes. Et du coup, on est surpris à la fin que les résultats qui sont, malgré les efforts fournis par le peuple, c'est que le chef d'État rapporte encore avec 71%. La curiosité Hervé Villard, telle que relevée par cet article, qui m'a paru personnellement très intéressant, la curiosité, c'est que même après la proclamation de ces résultats, on constate que c'est une opposition qui continue à se rentrer dedans, qui se tire dessus, qui refuse, même après la proclamation, de regarder dans la même direction. Oui, Éric Martial, pourquoi c'est là où peut-être l'analyse n'a pas tiré la conclusion. Pourquoi il fallait qu'il aille plus loin? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce qu'au Cameroun, peut-être les médias aidants, peut-être comme on est d'ailleurs devenu une société fort médiatisée, les médias aidants, on pense qu'on a besoin d'un messie. Non, on n'a pas besoin d'un messie. On a besoin d'un peuple éduqué. L'opposition a échoué depuis 1992 à éduquer leurs militants et les populations. Parce que lorsque vous éduquez, Éric Martial, parce que c'est ça que j'attendais l'analyse pour dire, parce que lorsque vous avez éduqué une population, cette population saura qu'il ne faut pas insulter, il faut respecter les autres. Il faut comprendre que l'intérêt, c'est que nous voulons que notre vie soit transformée, que nous vivions dans de meilleures conditions et qu'on ne soit pas là pour regarder que tel est beau, tel est rouge, tel est ceci. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il est question. Tant que l'opposition ne rentre pas dans les fondamentaux, c'est-à-dire éduquer ses militants, démontrer aux militants qu'il faille comprendre ce que c'est que le militantisme, ce que c'est que l'engagement politique. Et que si on vous donne 1000 francs, vous ne pouvez pas prendre 1000 francs pour aller à l'encontre de votre mission. Si on vous donne 5000, si on vous donne du pain, sardine ou quoi, je ne sais pas quoi, que vous ne soyez pas. C'est de ça qu'il est question. Si nous ne rentrons pas, c'est-à-dire que dans les fondamentaux, dans cette éducation, on sera toujours dans un environnement où tout le monde sera traite, où tout le monde sera insulté, où tout le monde... Et avec ça, en pensant bien faire, ou bien en pensant sauver tel candidat, on est en train de scier encore la branche sur laquelle on est assis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc cette analyse qui veut qu'il y ait des messies, je pense qu'on n'aura que des messies lorsque le peuple verra, parce que vous savez, si le peuple est éduqué, on ne verra plus le tromper. Et ces traîtres même disparaîtront d'eux-mêmes, parce que le peuple très vite saura que tel n'est pas celui. Voilà. Alors on sort avec le constat, malheureusement, que tout cela dégénère aujourd'hui en pic tribal de différents côtés. Malheureusement, on le met sur la table pour le déplorer. Et puis, on va sortir rapidement avec deux éléments. Tout d'abord, Hervé Villard-Dillet, l'œil du Sahel, qui s'intéresse à ce chantier. On le prédisait bien et c'est arrivé. Les chantiers routiers abandonnés après la réélection de Paul Biya dans le Septentrion. On évoque le cas de Marois, par exemple, qui a vu quelques routes rafistolées à l'occasion de la venue de Paul Biya pour la campagne électorale. Et depuis, plus rien, sinon nuage de poussière. Oui, mais bien sûr, je pense que il serait difficile, sauf miracle, que le chef d'État se métamorphose dans sa manière de gérer. On ne voudrait pas dire qu'il ne pourra pas se métamorphoser, mais du moins, pour qu'on ne puisse plus vivre ce genre de fait, que relate l'heure du Sahel, il faudrait bien que le chef d'État se métamorphose. Et même s'il a réussi à le faire, va-t-il réussir à métamorphoser les hommes qu'il aura les hommes qui vont l'aider à accomplir cette mission? Je ne pense pas. Sauf si choisir de nouveaux hommes pour pouvoir l'accomplir, parce que nous disons encore avant les élections sur ce plateau, je pense que c'était dans le même système. Oui, avec Brice, qui relevait justement le nombre de chantiers inachevés et abandonnés de cette partie du triangle national, qui a voté malheureusement le chef d'État à plus de 99%, et qui attend forcément que le retour, c'est parce que le retour, Achidou Achou disait que politique Nanjangi, et comme ils ont voté sur l'État après 98%, il faudrait donc que ces chantiers puissent être réalisés pour que le Cameroun puisse avoir une image d'un pays qui veut se développer. Ça devient une sorte de bis repetita à ce niveau, Idriss. Mais Éric Martial, je l'ai toujours dit ici,
J'ai toujours dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et si pendant plusieurs mandats, on a eu les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets, et qu'en 2018, c'est là, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils n'ont pas à se plaindre. Je disais ici pendant la campagne que on invite les électeurs à savoir tirer des conclusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les électeurs n'ont pas à pleurnicher. Ils n'ont pas à se plaindre des chantiers abandonnés. Ils doivent assumer. Ces chantiers abandonnés ne sont pas nouveaux, c'est une continuité. Alors, pour dire tout simplement par rapport à l'aide d'Israël que les chantiers routiers abandonnés après la élection de Paul Biya, c'est, Hervé Villal a dit, du bis repetita, c'est une habitude, c'est le contraire qui aurait surpris. Alors, donc, ceux-là qui ont dit que pendant 7 ans, ça doit continuer, ne doivent pas se plaindre, ils doivent savoir que ça fait partie de ce qu'ils ont accepté. Et maintenant, c'est à eux de vivre dans ces conditions, de faire 8 heures entre Garoua et Gaoundéré, et de pouvoir circuler avec beaucoup de poussière à Maroua, avec tout ce que cela comporte. Et c'est de ça... Le chef de l'État qui d'ailleurs en a été victime lui aussi. C'est de ça que la question. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau, c'est lamentable par ailleurs, mais... Ils ont choisi qu'ils assument. Voilà. Voilà, messieurs, c'est avec cela ce constat malheureux que nous sortons de cette édition. En vous disant merci Idriss, merci à Vivillard d'être venu, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie, madame, monsieur. Demain, nous serons jeudi et nous serons là pour un autre numéro. Au revoir et surtout, très bonne suite sur Equinox Télévision.